Là, moi, je suis assez content ce soir parce que, bien que la salle soit la plus grande disponible, bien, vous êtes nombreux, et c'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir. Et vraiment, du fond du cœur, je vous remercie de votre présence. On va partager la réunion de ce soir en deux parties. La première, ça sera mon intervention, qui sera basée sur le valenciennois. Après tout, moi, je suis de local, je suis né à 300 mètres d'ici. Valenciennes, Saint-Saulve, toutes ces communes, c'est mon coin. J'y vis depuis 59 ans. Et donc, je vais d'abord vous parler de ce qu'on connaît, de ce que nous vivons tous ensemble, de ce que je constate, de ce que j'ai envie de changer, de ce qui m'a plu et ce qui ne m'a pas plu. Et en deuxième partie, bien comme on est quand même dans une élection nationale, que c'est une élection législative, que cette élection elle est faite pour envoyer quelqu'un à Paris, quelqu'un qui va faire les lois, eh bien je vais donner la parole à mon suppléant, qui est la surprise de cette législative, et dont je vous parlerai, bien sûr, mais dont je vous parlerai avec mes propres mots. La deuxième partie, ça sera finalement à lui de vous expliquer les raisons de sa présence ce soir parmi nous, les raisons de ce soutien, et quelle est pour lui la cause, ou plutôt quelles sont pour lui les causes du déclin français, les causes des difficultés que nous vivons au quotidien. Qu'est-ce qu'un élu, un parlementaire, devra défendre au niveau de l'Assemblée nationale? D'abord le local, puis le national. Le local, d'abord un grand merci. Vous savez, on est ici à Saint-Saulve. On est ici dans la commune de Cécile-Gallet. Et je tiens à la remercier publiquement de nous avoir prêté une salle, alors que je peux vous assurer que ce n'était pas très facile d'obtenir une salle en dehors de cette commune. Ce salut, ce remerciement à Cécile, il est double. Cécile, beaucoup le savent, mais je la connais, ou plutôt elle me connaît, depuis 59 ans. J'étais bébé, j'étais déjà dans les bras de Cécile. C'est des souvenirs, c'est du bonheur, mais je veux dire que ce n'est pas pour ça qu'elle nous a prêté sa salle. Elle nous a prêté sa salle parce que Cécile a une vraie notion de la démocratie. Elle respecte systématiquement l'opposition et les différences, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. En 89, on va retourner au passé, mais en 89, Jean-Louis Borloo, candidat, cherchait une salle pour faire un meeting. Pas de salle. On a trouvé de salle nulle part. Et la seule personne qui nous a prêté une salle à l'époque, c'est Cécile Gallet. Et on s'est retrouvés ici, à peu près avec le même nombre de personnes. On s'est retrouvés ici, chaleureusement, avec un musicien de génie qui s'appelait Ivry Gitlis. Ivry Gitlis était un violoniste absolument extraordinaire et qui nous a fait un concert finalement au cours et pour l'élection de Jean-Louis Borloo. Et je dois dire que ça a été, dans les souvenirs de l'époque, quelque chose d'extraordinaire. 89. On est en 89. Nous sommes en 89.
Vous me direz non, on est 2014, non, on est en 89, c'est la même chose. C'est la même situation. On est dans les mêmes effets, les mêmes causes. Rappelez-vous, à l'époque, tous les partis politiques de l'époque étaient derrière un candidat. Oh, ils n'avaient pas le même nom, mais ça revient au même. Maintenant, c'est le MoDem, avec Bayrou qui a appelé à voter Hollande. Et puis il y a l'UDI qui s'était fâché avec Bayrou et qui ne sait pas finalement qu'est-ce qu'ils vont élire comme chef. Puis c'est l'UMP avec Pygmalion. Vous savez, moi je suis un vieux gaulliste, mais quand je vois ce qui s'est passé avec cette histoire de 11, 12, 13, on ne sait plus combien de millions ont été dépensés avec des fausses factures, je suis extrêmement choqué. La démocratie, elle est en danger. Certes, les partis politiques sont importants. Certes, on a besoin, dans la démocratie, d'un fonctionnement, d'une méthodologie, de structures qui nous aident à fonctionner. Mais si j'ai quitté l'UMP il y a une dizaine d'années, c'était déjà parce que je ne sentais plus le mouvement gaulliste comme étant un vrai mouvement gaulliste. Parce que je ne sentais plus, dans les différents partis politiques, cette envie de se dévouer pour les gens. On a trop souvent maintenant des gens qui se battent pour une carrière, des gens qui se battent pour un poste, et qui n'ont que deux préoccupations. Deux préoccupations. La première, c'est d'être élu et réélu. Alors dès que se présente un poste, on fonce. On parlera du cumul des mandats tout à l'heure. Et la deuxième préoccupation, c'est surtout d'éliminer toute personne qui peut avoir des compétences et des qualités. Parce que si vous avez quelqu'un en dessous de vous qui a des compétences et qualités, imaginez, il pourrait peut-être vous piquer votre place. Et ce système-là, eh bien dans le Valenciennois, on est dans la caricature. On est dans la caricature. Et vous savez, si je suis... D'habitude, je suis plutôt un personnage gentil, et on me dit, Didier, t'es trop gentil. Ben, je ne vais pas être gentil. Il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Il y a un tract qui est diffusé dans le Valenciennois. Oh, il n'est pas méchant, mais il est inadmissible. Vous avez un homme qui s'est présenté en 89 et qui a dit non au parti politique, oui à la démocratie, oui, les bonnes idées, elles peuvent être de droite, elles peuvent être de gauche, les hommes, ils peuvent être de droite, ils peuvent être de gauche, on va les chercher, les bonnes idées, on va les chercher, les hommes. On ne s'occupe pas de savoir si, quelle est leur coloration politique. C'était le principe à l'époque. On avait le droit d'être un parti politique. Mais fondamentalement, le fonctionnement n'était pas fait pour le parti politique. Et on se retrouve maintenant avec un tract qui est diffusé. Première page, vous avez le candidat. Deuxième page, l'expression du candidat qui parle que de Borloo. On se demande qui est candidat. Troisième page, la suppléante, qui parle de Borloo. Quatrième page et cinquième page, on parle de Borloo. Et sixième page, c'est la page de Borloo. C'est des législatives. Vous allez envoyer à Paris quelqu'un qui va vous défendre. Et ça sera bien ce candidat-là, celui-là, celui pour lequel vous voterez, qui sera chargé de vous défendre. Arrêtons de chercher des alibis. Ce document, il est fabuleux. C'est, regardez, j'ai plein de gens qui m'aiment. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est un système qui est complètement bloqué. À l'agglo de Valenciennes, l'agglo qui donne toutes les subventions aux différentes communes. À l'agglo de Valenciennes, lorsqu'il y a eu élection locale, lorsqu'on a désigné nos délégués au CITUR, au transport, au CIAV, non, ça c'était les communes, mais ça revient même, c'était le même BINS, à Ecovalor pour les déchets. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rendez compte? C'était la réunion des dizaines, des 32 communes du Valenciennois, de Valenciennes Métropole. Et les maires, élus par le peuple, légitimes, eh bien ils ont retrouvé des bulletins qui étaient déjà inscrits. Oh, ils ne savaient pas trop bien pour qui ils allaient voter avant qu'on leur présente le bulletin, mais on le distribuait, puis on leur disait, voilà,
Dans tel syndicat, ça sera telle personne, tel autre. Dans tel autre syndicat, on leur distribuait un nouveau papier. Où est le débat démocratique? Où est la possibilité de s'exprimer? Mais rendez-vous compte, si même les élus par le peuple ne peuvent pas s'exprimer, quelle est la démocratie? Et puis, quel meilleur moyen pour tenir les élus? Ah, il faut que tu mettes ta photo, il faut que tu mettes ton nom, parce que sinon, le bus, il passera peut-être plus dans ta commune. Et puis les subventions de l'agglo, ça va peut-être être compliqué. C'est pas un système normal et démocratique. Tout est bloqué, tout est organisé au profit de quelques-uns et plus au profit de la population et de l'efficacité. Et on va en parler après. Ensuite, on parlait d'efficacité, mais il faut en parler, oui, il faut parler de l'efficacité. Il y a une loi sur le cumul des mandats. Il y a une loi. Bon, certes, le gouvernement a pris des précautions, il a demandé que la loi ne s'applique qu'en 2017. Ça permet aux gens qui cumulent actuellement de garder leur poste. Quand même, on est en 2014, on ne va quand même pas élire un député en CDD. Il est impossible à partir de 2017 de cumuler un poste exécutif et un poste parlementaire. Un poste exécutif, c'est par exemple maire, président ou vice-président d'une agglo. Le candidat UMP, UDI, MoDem, il est déjà vice-président d'une agglo, un poste exécutif, maire de Valenciennes, un deuxième poste exécutif, conseiller régional, il n'a pas de poste exécutif, mais c'est encore un poste, il faut y aller. Et maintenant, il veut être député. C'est bien. C'est bien. Moi, je vous propose autre chose. Le cumul des mandats, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Les politiques n'ont qu'une peur, c'est la diversité. Ils veulent que le pouvoir soit entre les mains de quelques-uns afin d'éviter qu'on puisse avoir un débat, qu'on puisse avoir une contestation. C'est ça que je vous propose. C'est d'amener un député qui sera plein temps. Je me suis présenté au municipal de Valenciennes. Le score était chouette. Le score était bien. On a fait 23%. On a fait 23% parce qu'on avait une équipe extraordinaire. Des gens qui se défonçaient partout dans les quartiers, des gens qui allaient coller, des gens qui tractaient, des gens qui diffusaient. Et il faut les saluer bien bas. Parce que sinon, rien ne se passerait. Les gens ont voté également à 23% pour l'équipe que l'on faisait, parce qu'on avait un vrai programme. Un programme sur lequel on avait longuement réfléchi. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour Valenciennes? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour le Valenciennois? Parce que finalement, le programme qu'on a défini pendant les municipales de Valenciennes, il intéresse toute la circonscription. Pour une raison fort simple, c'est que depuis une dizaine d'années, la ville de Valenciennes dépense l'argent en manifestations diverses et qu'elle n'a plus les moyens d'avoir de l'autofinancement. L'autofinancement de la ville, c'est 300 000 €. Bob Sinclair, sur la place moderne, c'est 200 000 €. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à partir du moment où on n'a que 300 000 € d'autofinancement? L'autofinancement est à l'agglo, et c'est pour ça qu'on avait comme idée de faire un programme qui dépassait largement le Valenciennois. Et ce programme, finalement, votre député sera chargé de le défendre. Parce que le député, il a deux rôles. On a parlé déjà du mandat national, on a parlé des lois, on a parlé de la présence à Paris. Mon concurrent disait qu'il ne serait pas à Paris 2 jours et le reste dans sa mairie. Le problème, c'est qu'il y a 19 autres mairies dans la circonscription. Et puis il y a le conseil régional. Et puis il y a l'agglo. Moi, je vous propose quelque chose de fort simple. Je n'ai pas eu la chance d'être élu maire de Valenciennes. Ça aurait été une aventure passionnante. Mais puisque le sort en a décidé autrement, que la démocratie a choisi, moi je vous propose d'être plein temps en député. Plein temps sur le terrain. Plein temps à vous écouter. Plein temps à être là dans les 20 mairies
Le député, c'est pas le candidat de Valenciennes. Le député, c'est le candidat de Saint-Hébert. Je salue l'ancien maire de Saint-Hébert qui est présent. C'est le candidat de Condé. C'est le candidat de Marly, de Prézot, de Wallers, de Aubry-du-Hainaut. 20 communes. Notre candidat député, celui qui sera élu, il faudra qu'il aille dans les 20 communes en question, qu'il fasse des permanences, qu'il soit présent. Quand j'ai dit dans la presse il n'y a pas longtemps, ça fait 10 ans qu'on n'a plus de députés de terrain, ça en a offusqué quelques-uns. Mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Ça n'enlève rien à l'aura nationale du député que l'on avait. Mais il était à Paris. Or, les deux rôles sont importants. Ça n'enlève rien d'ailleurs au travail effectué par Cécile, qui devait faire le travail en n'étant pas député obligatoirement, ou en étant la suppléante quand il était ministre, et qui faisait le travail très courageusement. Mais le rôle d'un député, c'est bien également de faire un travail de terrain. Donc un député des 20 communes, un député qui va à Paris, un député qui se bat pour le Valenciennois. Quels sont les problèmes des Valenciennois? Oh, j'ai un peu honte de vous en parler parce que vous les connaissez mieux que moi. Le problème du Valenciennois, c'est que on a un taux de chômage qui augmente tous les jours. Et que quand les gens n'ont pas de travail, ils n'ont pas de quoi nourrir convenablement leur famille, ils n'ont pas le droit d'avoir un logement convenable, ils n'ont pas de quoi être respectés par leurs amis, par leurs enfants, ils sont dans la difficulté. Et le vrai combat du Valenciennois, c'est l'emploi. Vous savez qui a la compétence économique? Vous allez me dire, c'est pas le député, c'est vrai. Mais qui a la compétence économique? C'est l'AGLO, Valenciennes Métropole. Quelle est la dernière grande entreprise qu'on a installée sur Valenciennes? Quand je dis Valenciennes, c'est le Valenciennois. Quelle est la dernière grande entreprise? Toyota. Attendez, Toyota, c'est extraordinaire, c'est super. Cécile Gallet, en tant que présidente de la CCE, la Chambre de commerce, j'étais à l'époque première vice-présidente de l'AGLO en question, qui s'appelait la communauté de communes de la vallée de l'Escaut. Eh bien, on a été chercher Toyota, oui, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il y a eu depuis? Qu'a fait l'AGLO? Pas grand-chose. Depuis 2008, l'AGLO pouvait remplir les zones industrielles qui est en zone franche, les terrains Valourec sur Onzain. Est-ce qu'on les a remplis? On a mis des écoles consulaires en zone franche parce qu'on enlève les taxes. C'est un peu dommage. Et pourquoi on n'a mis que des écoles consulaires? Pour une raison fort simple. C'est qu'à cause des surcoûts du stade, on a supprimé le 4e pont. Et le 4e pont, c'est que ce qui devait permettre la liaison directement avec cette friche industrielle d'une douzaine d'hectares. On n'a pas créé d'emploi. Et on n'a pas créé l'emploi parce qu'on n'a pas créé le 4e pont. Et c'est une faute. Et en tant que député, je me battrai pour que ce 4e pont soit réalisé. On va prendre d'autres exemples. Regardez l'ancien stade de la GSR. 4 hectares et demi de mémoire. Aux portes de l'autoroute. Juste à côté de la place du Canada. On savait que l'ancien stade allait être détruit. Vous le saviez. Tout le monde le savait. Qu'est-ce qu'on a lancé dessus? Est-ce qu'on a eu une vision, une pensée économique? Est-ce qu'on a essayé de chercher à savoir ce qu'il fallait faire sur 4 hectares et demi à la porte de la ville? Non. Rien. L'AGLO n'a fait aucune étude. Et maintenant, on imagine éventuellement construire des logements. C'est bien, mais c'est un peu petit. Et puis, il y a 6 ans de perdu depuis 2008. 6 ans de perdu qu'on ne rattrape jamais. L'AGLO était et sera le véritable débat économique, culturel, sportif du Valenciennois. La seule capacité d'investissement, c'est les 30 millions d'euros d'autofinancement de l'AGLO. C'est là que le député devra agir
entraîner les maires, entraîner ses concitoyens pour réaliser ce dont nous avons besoin. Et Valenciennes, puisque c'est quand même notre ville-centre et qu'on l'aime. Cette Valenciennes qu'on aime a perdu son leadership. Oui. Et vous savez, pour qu'une équipe gagne, il faut un bon capitaine. Pour qu'une équipe gagne, pour qu'une entreprise gagne, il faut qu'il y ait un grand chef d'entreprise. Et vous pouvez multiplier ce que je vous dis à l'infini de n'importe quelle situation, il n'y a que ça qui marche. Actuellement, Valenciennes a perdu toute son influence sur l'agglo. Pourquoi? Parce que dans les combats de chefs qui existent sur l'agglo, eh bien, il y a un désaccord profond entre le maire de Valenciennes et la présidente de l'agglo. Le maire de Valenciennes, il a mis dans son programme, il faut faire le 4e pont. Sa première adjointe de l'époque, et qui est encore maintenant présidente de l'agglo, répond, 4e pont, c'est celui du conseil général sur Beauvais. C'est sûr, hein, quand vous voulez passer la Croix-d'Anzin, vous prenez Saint-Sauveur, vous passez par les marais de l'Épée, et puis vous rejoignez Beauvais, vous retraversez Anzin, et vous arrivez de l'autre côté du pont. C'est complètement inefficace et c'est presque risible. Le SIAV, il y a eu une grande querelle entre le candidat du maire et la candidate de la présidente de l'agglo. Oh, j'ai pas à juger, moi. Je ne veux pas m'occuper de l'un ou de l'autre. Mais le résultat, c'est quoi? Ben, le résultat, c'est que le SIAV, actuellement, n'est plus sous la direction et sous l'influence de Valenciennes. Grande perte également. Puis prenez les échéances. Essayez de voir un petit peu que, finalement, Valenciennes, il faut avoir une vision de ce qu'on va faire dans l'avenir. On est d'accord? Vous voulez gouverner, vous devez savoir où vous allez amener votre territoire. Alors on vous parle régulièrement du canal Seine-Nord. C'est vrai, le canal Seine-Nord, c'est très important. C'est très très important. On a eu 2 ministres, députés, sénateurs, députés européens. L'influence sur le canal Seine-Nord, je ne l'ai pas vue. Et canal Seine-Nord, dans une période de crise économique, je crains le pire. On a réussi à obtenir des fonds européens plus importants, mais j'entends pas de décision sur le canal Seine-Nord. Or, il y avait une décision fort simple que nos élites pouvaient pousser, tirer, que nos élites pouvaient décider. C'est finalement la portion du canal de Pomerol sur Condé. Actuellement, eh bien, finalement, pour aller vers la Hollande ou la Belgique, on est bloqué par les boues. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Les 2 dossiers ne sont pas joints. On peut très bien faire le canal de Pomerol sans faire le canal Seine-Nord. C'est mieux de faire les 2. Et à partir du moment où on sait que le canal Seine-Nord ne dépend que de la décision de l'État, poussons les feux au moins sur cette partie-là. Alors j'entends des gens qui me disent oui, mais attention, c'est pollué. Les boues sont extrêmement polluées, énormément polluées. Il y a des boues, avec des métaux lourds, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est difficile dans le Valenciennois, vous savez. La première révolution industrielle, elle a eu lieu en 1707. 1707. Alors, évidemment, la pollution, elle s'est accumulée parce que pendant quelques centaines d'années, les gens faisaient un peu n'importe quoi et on s'en foutait. Mais ça n'est pas, finalement, en refusant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par peur de l'élection, par peur de la décision, on n'en prend pas. Cette pollution, elle est là. Elle s'infiltre tout doucement dans les nappes phréatiques. Traitons-la. Ça sera difficile. Évidemment, c'est plus facile de ne rien faire. Mais c'est exactement le dossier qu'il faut mettre en avant et qu'un député doit pouvoir défendre. Parce que l'échéance, elle est différente du canal Seine-Nord, le coût est différent, et on a les capacités à aller chercher des subventions au niveau de l'Europe. Voilà ce que je voulais vous dire sur le rôle que je vois, le rôle que je soutiens, le rôle que j'ai envie de tenir pour vous
en tant que député français. Je vais passer la parole à Denis. Et puis, je vais quand même vous dire un dernier mot, le mot de l'amitié. C'est difficile de remercier tous les gens qui sont ici. C'est difficile de remercier tous les gens qui ont aidé à faire cette manifestation. Vous avez vu, ça fonctionne bien. Les gens qui ont fait du phoning, les gens qui ont fait du porte-à-porte, qui ont distribué les tracts, qui ont collé les affiches, les gens qui ont conçu les documents. C'est difficile de remercier tout le monde. C'est vraiment un nombre de personnes extrêmement important et je leur dois tout. Je leur dois beaucoup. Et je vais en remercier un seul. Parce que vous savez, quand on commence à en remercier 5, 10, 15, on en oublie forcément un ou deux avec qui on fait une gaffe. Alors ce soir, j'ai décidé d'en remercier un seul. Un seul pour vous tous. Je vais remercier Michael. Michael, parce qu'il fallait bien choisir un. Mais Michael, il habite du Temple. Il est complètement barré à la mairie de Valenciennes, lui et sa famille, parce qu'il a osé coller pour moi. Et Michael, c'est aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alors, bon anniversaire, Michael. Je vous présente Denis Père. Denis, c'est quelqu'un que je connais depuis pas longtemps. C'est quelqu'un que je suis au niveau économique, parce que j'ai un hobby, c'est je lis les Échos, c'est un journal économique, tous les jours. Et sa réussite mondiale, 2 fois de suite, en créant un leader mondial dans le domaine de l'Internet, m'avait intrigué. C'est vrai que quand vous lisez une expansion spéciale réussite, ben c'est l'un des 4 ou 5 qui sont cités. Quand vous lisez un article sur les Échos, on dit que c'est Bill Gates à la française. Quand vous lisez un journal politique, vous dites c'est le nouveau Borloo. Eh bien moi, tout simplement, c'est mon nouvel ami. C'est plus simple. Quand on a eu notre résultat au municipal, on a subi le coup. Puis comme on est avant tout au service des gens, comme on aime les gens, comme on aime sa région, on a regardé les européennes. On s'est dit, voilà, aux européennes, qu'est-ce qui va se passer? Et on a vu apparaître Denis Père. Je dois avouer qu'on avait un peu triché au municipal parce qu'on avait l'une des personnes que je ne cite pas, qui régulièrement regardait sur Internet et disait ben voilà, nos citoyens ils disent ça, nos citoyens disent au niveau moralité et politique, on s'est beaucoup inspiré de nos citoyens. On est allé voir, juste avant les européennes, on est allé voir à Lille. J'ai eu la chance d'avoir un entretien privilégié avec lui et de lui expliquer les problèmes du Valenciennois, ceux que vous connaissez, ceux dont je ne peux pas vous parler d'une façon trop prolongée ce soir, sinon on en aurait jusqu'à demain. Et il a été attentif. Il m'a dit, écoute Didier, là je finis les européennes, on se voit après. Après on a vu Nicolas, puis on est monté à, pas celui de Pygmalion, et on est monté à Paris. Et on l'a rencontré pendant 2 heures dans ses bureaux parisiens. Et je peux vous dire que j'espère qu'il a été séduit par la proposition qu'on lui a faite. Je pense que oui, sinon il n'aurait pas accepté d'être le suppléant. Mais en tous les cas, moi j'ai été extrêmement séduit par lui. Pourquoi j'ai été séduit par lui? Parce que tout ce que je viens de vous dire sur la morale politique, sur le dévouement à la chose publique, sur le fait qu'un élu, finalement, il n'est pas plus élevé qu'un autre, mais il est au service des autres, c'est nos citoyens. Tout ce que je vous ai dit à propos de la bataille de l'emploi, qui nous est si chère, qui est si importante pour nous, cette bataille de l'emploi, on était à 17% de chômage dans le Valenciennois en 89, on est à 17% de chômage maintenant, on est dans la même situation.
eh bien il apporte des solutions, il apporte une crédibilité, et la crédibilité il l'a, puisque lui a créé les entreprises et les emplois en question. Et quand on est allé avec Denis visiter la ruche des nouvelles technologies, là, qui est juste derrière les tertiales, on a eu un accueil par les entreprises qui était un accueil extrêmement sympathique, parce qu'ils comprenaient les problèmes des petites pousses économiques dont on bénéficie malheureusement rarement sur le Valenciennois. Quand je vois que sur la friche Valorec, on a construit des serres numériques, et que lui, il a réussi dans ce domaine à créer 2 entreprises de taille mondiale, je me suis dit, le ramener ici, c'est un exploit. L'avoir avec nous, c'est un plaisir. Et j'espère que cette aventure se terminera par une victoire législative, parce qu'on a énormément de choses à faire ensemble. Je vous présente Denis Père. Super musique. Merci Didier pour cette très belle introduction. Moi je suis enchanté d'être de retour dans le Nord. Moi je suis lyonnais au départ, je ne suis pas de la région, mais je la connais bien votre région parce que j'y ai beaucoup travaillé en fait à travers mon parcours d'entrepreneur. J'ai coopéré avec des entreprises de la région, avec 3 Suisses en particulier. J'ai eu comme clients la plupart des grands autres VP6, les La Redoute, Quell qui malheureusement a disparu aujourd'hui, Damar, et beaucoup d'autres, beaucoup d'e-commerçants, donc je connais bien cette région. J'ai toujours beaucoup apprécié ici l'accueil du Nord, l'accueil des ch'tis, qui est légendaire, et j'ai toujours aussi beaucoup aimé la capacité de rebond extraordinaire, la résilience des gens du Nord. Vous êtes une région qui a été, tu l'as rappelé, une des premières à s'industrialiser il y a déjà très très longtemps, et qui après a connu évidemment le vieillissement d'un certain nombre d'industries, la sidérurgie, le textile, mais qui a su rebondir, qui a su trouver les ressources pour faire venir de nouvelles industries, créer de nouvelles entreprises. Et cette capacité de rebond, moi je la trouve extraordinaire. Je pense que c'est un message pour le reste du pays, c'est un exemple pour le reste du pays. Et cette capacité de rebond, il y en a spécialement besoin ici à Valenciennes, tu l'as rappelé. Autant en 89, Jean-Louis Borloo a su faire ce qu'il fallait. Moi, je lui tire mon chapeau parce qu'à l'époque, il incarnait clairement le renouveau en politique, la société civile qui s'engageait en politique, qui connaissait l'entreprise, et il a beaucoup apporté à l'époque. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus là, et je crains malheureusement que ses successeurs n'aient absolument pas la même dimension, absolument pas la même capacité à faire rebondir la région. Le successeur potentiel pour ces législatives, vous le savez, c'est Superman. Moi, je l'appelle Superman parce que quand on pense pouvoir être à la fois maire d'une grande commune de plus de 40 000 habitants, vice-président de la communauté d'agglomération, député, puisque c'est le poste qu'il brigue, et conseiller régional, c'est quand même terriblement ambitieux. C'est quelqu'un qui doit travailler 24 heures sur 24. Je pense qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, je ne suis pas du tout sûr que ce soit la personne idoine pour permettre à Valenciennes de rebondir. Je pense par contre que le tandem qu'on forme avec Didier est capable d'aider à ce rebondissement. Pourquoi? Parce que nous, citoyens, nous sommes des spécialistes de la création de richesse et de la création d'emplois. Moi-même, effectivement, Didier l'a rappelé, moi j'ai démarré à 27 ans avec 10 000 €. Je me suis lancé 2 fois dans la création d'entreprises qui, effectivement, sont devenues par 2 fois des leaders mondiaux. Donc j'ai la conviction qu'on peut y arriver. Je sais comment on peut faire pour y arriver. Et je pense que si Didier est élu un jour député de Valenciennes, et j'espère un jour prochain, je pense que ça attirera un coup de projecteur absolument extraordinaire sur Valenciennes, et en particulier pour tous les leaders économiques du pays qui voient en nous citoyens, on en a beaucoup qui nous suivent, qui voient en nous citoyens un mouvement d'espoir conduit par des gens qui connaissent la création de richesse, qui connaissent les problèmes de création d'emplois, et que ça, c'est vraiment de nature à faire en sorte que Valenciennes soit perçue par beaucoup de leaders économiques du pays comme une terre d'espoir, comme une terre qui a envie de s'en sortir, comme des gens qui ont envie de travailler, et comme des gens auxquels il faut faire confiance et venir investir ici. Donc je pense que
je pense que l'engagement qu'on a tous les deux est vraiment de nature à répliquer ce que Valenciennes a connu en 89 avec Jean-Louis Borloo. Et moi, je suis ici, bien sûr, pour vous parler de ce qu'on cherche à faire avec nous citoyens. Parce que, effectivement, Didier vous en a un peu parlé, mais nous citoyens, c'est un mouvement qui est jeune. Hein, on l'a lancé il y a seulement 8 mois. On était une centaine de citoyens issus de toutes les catégories socio-professionnelles, quelques entrepreneurs comme moi, mais des gens vraiment issus de toutes les catégories, y compris un certain nombre de médecins, de professions libérales, d'artisans, de commerçants, d'employés, de fonctionnaires, d'artistes même pour certains, de sportifs, à constater que le pays était bloqué. Le pays n'arrivait pas à s'en sortir, n'arrivait pas à se réformer, n'arrivait pas à entrer dans le XXIe siècle, et que les conséquences étaient de plus en plus dures à supporter pour les Français. Et la première de ces conséquences, évidemment, c'est le chômage. C'est le chômage de masse qu'on connaît ici, qu'on connaît partout en France. C'est 5 millions de chômeurs dans toutes les catégories, c'est 177 000 chômeurs de plus l'année dernière, 150 000 allocataires de plus du RSA, c'est 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est des chiffres qui sont absolument hallucinants, qui ne bougent pas, qui ne font qu'augmenter. Hein, le président nous a dit qu'il allait inverser la courbe du chômage. Malheureusement, on n'a rien vu et on attend toujours. Une situation qui est scandaleuse, qui l'est d'autant plus quand on connaît le potentiel du pays. Les Français, ils ont tout pour réussir. Tout pour réussir dans la mondialisation en particulier. C'est vrai que moi j'ai eu la chance de le voir avec mes collaborateurs. On a réussi par 2 fois, parce que les Français, ils ont d'abord une capacité d'engagement exceptionnelle, c'est des gros travailleurs. Hein, avec les 35 heures, on s'est créé la réputation d'un pays de fainéants aux 4 coins du monde, mais c'est pas vrai. Les Français, quand ils ont vraiment une capacité d'engagement extraordinaire. Moi j'ai eu des collaborateurs dans tous les grands pays du monde, des Allemands, des Hollandais, des Américains. À 6h du soir, il n'y avait plus personne. Les Français, à 7h, à 8h, à 9h, en général, ils étaient encore là. Hein, quand on crée un environnement motivant, les Français, ils s'engagent. Ensuite, on a une créativité extraordinaire qui est connue dans le domaine artistique, mais qui est vraie aussi dans le monde industriel. On a co-inventé l'aviation avec les Américains, on a co-inventé l'automobile, on a inventé le cinéma, la photographie. On a une vraie capacité à surfer sur toutes les révolutions technologiques, et il y en a beaucoup actuellement, dans le numérique, il y a la révolution verte, il y a de très nombreuses opportunités de création d'emplois. On peut retrouver le plein emploi en France. Puis on a une capacité à maîtriser la complexité, on a un esprit cartésien. Tout ça fait qu'on a tout pour réussir dans la mondialisation. Et en plus, on a en héritage la marque France. On a un pays qui fait rêver le monde entier. Hein, les étrangers, quand on leur parle de la France, ils ont les yeux qui brillent. Et puis en plus, aujourd'hui, ils ont les moyens de se payer un morceau de France. Hein, il y a des classes moyennes qui émergent un peu partout, au Brésil, en Chine, en Russie. Donc c'est pas le moment de se replier sur nous-mêmes et de dire au reste du monde qu'on ne l'aime pas, alors que le monde a envie de France. Donc pour toutes ces raisons, on est convaincu que la France peut s'en sortir. Malheureusement, c'est pas le cas. Le pays, il est bloqué, il n'avance plus. Il vit sur un modèle dépassé, un modèle qui date en gros de 1945. En 1945, il fallait reconstruire, on sortait de la guerre, il fallait donner les pleins pouvoirs à l'État, mais il fallait que l'État se désengage avec le retour de la prospérité. Et c'est pas ce qui s'est passé. L'État n'a fait que renforcer son pouvoir. La dépense publique n'a pas cessé d'augmenter depuis cette date. En 1974, il y a 40 ans, elle représentait 40% du PIB. Aujourd'hui, on est à 57% 40 ans plus tard. 17 points de PIB supplémentaires, c'est le coût d'un État régalien, c'est 340 milliards d'euros. C'est comme si on avait créé un deuxième État à côté de l'État existant. Et ça, c'est une responsabilité qui est partagée par la gauche et par la droite. Hein, la droite, elle a été au pouvoir pendant 23 ans, la gauche pendant 17 ans, avec une classe politique pas responsable, qui a laissé faire, qui a laissé filer la dépense, qui, quand il y avait des décisions difficiles à prendre, les prenait pas. Didier l'expliquait très bien tout à l'heure, ici sur le Valenciennois, dépolluer les boues, c'est compliqué, on ne peut pas s'en occuper, on préfère laisser faire, on préfère pas prendre de décision. On a une classe politique aujourd'hui qui est dominée par 2 profils, qui est dominée par des politiques de carrière, des gens qui sont dans des logiques de réélection à tout prix, qui vont chercher à avoir absolument un mandat supplémentaire, hein, comme Superman, qui vont chercher à tout prix à se faire réélire parce que c'est un enjeu de salaire, un enjeu de pouvoir, un enjeu de statut social, et donc des gens qui vont surtout éviter de parler des vrais sujets, surtout éviter de prendre des décisions difficiles, parce que s'ils font ça, ils vont perdre leur job, ils vont perdre leur salaire, et donc il faut en finir avec cette classe politique dominée par des politiques de carrière hyper professionnalisées. On a fait des propositions, nous citoyens, on a proposé par exemple qu'on ne puisse pas faire plus de 2 mandats exécutifs dans une vie, et pas plus de 3 mandats au total. Et donc, pardon, pas plus de 2 mandats exécutifs successifs, pas plus de 3 mandats dans une vie. Pour arriver à déprofessionnaliser la vie politique, pour arriver à faire en sorte qu'on n'ait plus de gens qui se lancent à 28 ans comme Bernard Neuilly et qui passent toute leur carrière en politique, qui essayent de revenir, qui essayent même de manipuler des juges, comme on l'a vu récemment. Donc, déprofessionnaliser la vie politique et puis faire en sorte qu'il y ait plus de diversité aussi
Aujourd'hui, on a un manque de diversité dans la classe politique qui est étonnant. Quand vous regardez le Parlement, on a 55% de fonctionnaires. Alors, on a la chance d'avoir des fonctionnaires de grande qualité en France, c'est un des atouts du pays, mais pas 55% à l'Assemblée, ils ne représentent que 20% de la population active. On en a 3 fois plus. Il ne faut pas qu'on ait autant de fonctionnaires. Ça aussi, c'est un enjeu. Parce que avoir trop de fonctionnaires en politique, ben, ça a des conséquences très concrètes. Ça fait qu'on a des gens qui ne connaissent pas l'entreprise, par exemple. Qu'on a des gens qui ne connaissent qu'un fonctionnement très traditionnel de l'administration, une administration très centralisée, très archaïque, qui ont beaucoup de mal à imaginer une administration moderne, digitale, décentralisée, et des gens qui ne connaissent pas le monde, qui ne voient pas le potentiel de la France dans le monde, qui ne voient pas qu'on peut réussir dans la mondialisation en tant que Français. Donc il faut faire des choses qu'on a proposées, par exemple, c'est faire en sorte que des fonctionnaires élus démissionnent pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité, qui ne retrouvent pas systématiquement leur emploi avec l'ancienneté une fois quand ils sont battus, pour être sur un pied d'égalité avec les gens issus du privé, pour qu'on ait beaucoup plus de diversité en politique. Donc on a fait toute une série de propositions là-dessus, nous citoyens, pour arriver à avoir une classe politique plus crédible, plus représentative du pays, et faire en sorte que le pays se réforme, parce que cette dépense publique excessive dont je parlais tout à l'heure, à 57% du PIB, ça a des conséquences très concrètes au quotidien. La première, c'est qu'un État qui veut faire plein de choses, qui veut s'occuper de tout, qui ne fait pas confiance à la société civile, c'est un État qui gaspille énormément. Alors on commence à en parler aujourd'hui, puisqu'on a la fameuse réforme territoriale dont on nous parle, mais on parle juste d'un tout petit bout, parce qu'on parle des régions et de supprimer un certain nombre de régions, mais ça c'est un tout petit enjeu financier. Le vrai enjeu, il est au niveau des communes. On a 36 000 communes, on a 40% des collectivités locales d'Europe pour 12% de la population européenne. On a construit la moitié des ronds-points d'Europe. Il faut voir la quantité de gaspillage qu'on a malheureusement avec un État qui veut s'occuper de tout et qui veut tout faire et qui ne fait pas confiance à la société civile. Donc ça c'est la première conséquence d'une dépense publique qui est extrêmement élevée, ce sont des gaspillages extrêmement nombreux. Et puis ensuite, bien sûr, cette dépense publique, il faut la financer. Donc il faut lever des impôts. Et donc on est aujourd'hui un des pays les plus fiscalisés au monde, ce qui pénalise tout le monde, qui pénalise le pouvoir d'achat déjà des plus modestes. Hein. Moi j'ai rencontré des gens, il y en a sûrement à Grigny, il y en a sûrement à Valenciennes, j'en ai vu à Grigny dans l'Essonne, au sud de Paris, des gens qui gagnent 20 000 € par an et qui payent 4 000 € de taxes foncières et de taxes d'habitation. C'est pas possible de vivre dans ces conditions. Et puis bien sûr, la fiscalité, la surfiscalité, elle pénalise tous ceux qui tirent la machine économique, qui n'en peuvent plus. Hein. Moi j'ai rencontré des artisans, des commerçants qui pourraient recruter un employé supplémentaire, mais qui ne le font pas, parce que voilà, l'État leur prendra l'essentiel de ce qu'ils gagneront. Donc les gens qui tirent la machine économique aujourd'hui baissent les bras. Hein. Aujourd'hui, on a une fiscalité en France qui représente 46% du PIB. La moyenne européenne, c'est 40. 6 points de PIB supplémentaires, c'est 120 milliards d'euros. C'est 4 fois le budget de la défense. C'est comme si, en France, pour se payer nos services publics, on se payait 4 ministères de la Défense en plus par rapport à nos voisins européens. Hein, nos voisins européens qui ne sont pas plus mal gérés que nous. L'Allemagne n'est pas un enfer social, la Belgique non plus, les Pays-Bas non plus. On y est bien soigné, on est bien protégé, on y est bien éduqué. Ben, nous, pour faire la même chose, ben, il faut qu'on se paye l'équivalent de 4 ministères de la Défense supplémentaires. Donc une surfiscalité, qui est la conséquence de cet État omniprésent, qui démotive tout le monde. Un surendettement, parce que la surfiscalité, elle ne suffit pas. Il faut encore qu'on s'endette. Hein, on s'endette chaque année à hauteur de 170 milliards d'euros. C'est un chiffre qui ne parle pas beaucoup. 170 milliards d'euros, c'est 700 millions par jour. C'est 500 000 € à la minute. Depuis qu'on a commencé à parler, on s'est endetté de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et pas pour laisser à nos enfants des autoroutes, des TGV, des aéroports ou des tunnels. Non, 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 non. Pour juste boucler la paye des fonctionnaires et pour financer les transferts sociaux. Voilà à quoi sert l'endettement aujourd'hui du pays. C'est une énorme responsabilité par rapport à nos enfants. Aujourd'hui, on est en train de s'endetter pour financer les frais de fonctionnement du pays. C'est complètement anormal. On ne peut pas laisser faire ça. Et puis ça crée évidemment aussi une situation de perte de souveraineté dans ce domaine-là par rapport aux créanciers du pays, qui peuvent décider du jour au lendemain que prêter aux Français à 2%, qui est un taux allemand, ben, ça n'a aucun sens parce qu'on n'aura jamais les moyens de rembourser, on ne fait pas de croissance, et donc dorénavant, on va vous prêter à un taux grec, parce que vous avez des finances grecques de 2008, vous les Français, donc à 10%. Et ce jour-là, on sera obligé de remettre à plat le modèle français dans l'urgence, le modèle social. On sera probablement obligé de licencier 5 ou 600 000 fonctionnaires dans l'urgence. On n'en veut évidemment pas de cette situation. Donc, surfiscalité, surendettement, perte de souveraineté, et puis bien sûr aussi une administration omniprésente qui s'occupe de tout. Eh bien, c'est la suradministration qu'on vit tous au quotidien, que vivent en particulier tous ceux qui tirent la machine économique parce qu'ils sont en contact avec l'État très souvent.
Hein, moi, j'ai rencontré un chef d'entreprise récemment qui avait 15 employés, ce n'était pas une grosse société. Il reçoit un jour un courrier lui annonçant un concours URSSAF. En 3 semaines, il devait collecter 35 documents administratifs aux noms les plus barbares les uns que les autres. 35 documents pour 15 employés. Alors bon, on fait ça une fois, on passe les week-ends à collecter les documents en question. Et puis la deuxième fois, on dit bon, ça suffit, quoi, moi je vais me mettre à mon compte, je gagnerai autant d'argent, parce que vu la fiscalité, je gagnerai autant d'argent, je verrai plus ma femme et mes enfants, j'arrête d'entreprendre. Ça arrive tous les jours en France, tous les jours, avec une bureaucratie qui est une des plus élevées au monde, qui a été évaluée récemment par le World Economic Forum, qui est un organisme basé à Genève, qui chaque année évalue 149 pays, et qui a montré que sur les 149 pays, la France était un des 15 pays les pires au monde. On était classé entre l'Angola et la Birmanie. C'est juste un peu mieux que le régime militaire birman en termes de poids de la bureaucratie. Et ça pénalise tout le monde au quotidien, et surtout que les règles sont appliquées souvent sans beaucoup de discernement. Il y avait une émission sur France Télévisions, vous avez peut-être vu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Complément d'enquête, dans laquelle j'ai eu la chance d'être interviewé par Benoît Duquet, qui montrait le cas d'un petit bar breton où les clients allaient se servir au comptoir. Et un soir, à minuit, il y a 3 inspecteurs de l'URSSAF qui débarquent, qui attrapent la gérante du bar par le col, assez violemment, en disant « Madame, travail dissimulé ». Le client se lève, on sert au comptoir. Travail dissimulé. 9 000 € d'amende. Et poursuite au pénal. 9 000 € d'amende pour un petit bar breton, il ferme ses portes immédiatement. Poursuite au pénal. Tous les McDonald's de France fonctionnent sur ce principe, vous allez vous servir au comptoir, jamais on les a poursuivis pour travail dissimulé. Mais là, un petit bar breton, on va se les faire 9 000 €. Aujourd'hui, on a un État qui devient un État policier, vis-à-vis de tous ceux qui tirent la machine économique, qui devient un État policier. Donc il ne faut pas s'étonner, derrière, que les gens n'aient plus envie d'entreprendre et qu'on ait un chômage de masse. Et donc ça, c'est des vrais sujets, c'est des sujets concrets, et c'est des sujets que nous, citoyens, nous abordons. La conséquence, évidemment, ultime de tout ça, je l'ai dit, c'est le surchômage, c'est la surprécarité, mais c'est aussi que les Français n'y croient plus, c'est que les Français sont plus pessimistes que les Afghans et les Irakiens. On l'a montré il y a pas très longtemps dans une étude, alors qu'on vit quand même dans un pays formidable, un véritable pays de cocagne. Et puis c'est que les Français, ils se réfugient dans l'abstention ou dans le vote populiste. Et on a vu le score du Front National au municipal, on l'a vu évidemment aux européennes, ils sont devenus le premier parti de France, c'est évidemment particulièrement choquant. Donc nous, citoyens, ce qu'on essaie de faire finalement, c'est ce qu'auraient dû faire les partis de gouvernement. On fait finalement ce travail de construction d'un vrai programme de réforme du pays. On parle des vrais sujets, on sort du déni. Nous, ce qu'on veut en 2017, c'est une élection où on nous parle des vrais sujets. C'est une élection où on ne nous parle pas de sujets périphériques, de viande halal, de coût du permis de conduire, alors que la dette de la France venait d'être dégradée déjà à l'époque, que l'éducation était dans une situation qui était déjà dramatique, sans parler évidemment du chômage, on ne nous parlait pas de solutions sérieuses pour s'en occuper. Nous, ce qu'on veut en 2017, c'est qu'on nous parle des vrais sujets, qu'on n'ait pas l'élection la plus frivole de l'Ouest, comme l'avait dit un magazine anglais. Les Anglais, ils aiment bien tacler les Français. Il y avait un magazine anglais, on voyait Hollande et Sarkozy dans le déjeuner sur l'herbe de Manet, le fameux tableau de Manet. Et le titre, c'était l'élection la plus frivole de l'Ouest. Voilà. Nous, en 2017, on veut une élection, on nous parle des vrais sujets, on nous fait des vraies propositions. Et donc, on a commencé ce travail très humblement. Alors maintenant, on n'est plus nombreux qu'à l'époque, on était 100 au mois d'octobre, on est plus de 10 000 aujourd'hui. On est devenu le 9e mouvement politique français en 7 mois. Ça montre qu'il y a de l'appétit pour le changement en France. Et on a commencé à travailler, on a fait des propositions sur toute une série de sujets, sur le fonctionnement de la vie politique, j'en ai parlé, pour déprofessionnaliser, pour diversifier les profils, pour éviter les cumuls de mandats divers et variés. On a fait des propositions sur la lutte contre la précarité, sur l'éducation, sur l'Europe bien sûr à l'occasion des européennes. On va en faire bientôt sur l'emploi, sur l'efficacité de la dépense publique, sur l'environnement, sur la santé, sur le logement, tous les grands sujets que les Français au quotidien, en sortant du déni, en parlant des vrais sujets, en faisant des propositions concrètes, pleines de bon sens. Nous, on n'a pas d'idéologie. Nous, on ne croit pas aux idéologies. Elles ont fait beaucoup de mal à notre pays, et à beaucoup de pays d'ailleurs. Nous, on croit au bon sens, au pragmatisme, et on a quelques valeurs auxquelles on croit. On se veut européen. L'Europe, elle est incontournable, elle ne fonctionne pas pour plein de raisons, et en particulier parce que les dirigeants politiques français s'en occupent plus sérieusement. Ils sont 40% à cumuler, les eurodéputés français, à 40% cumulent avec un autre mandat. Il n'y a que 4% des eurodéputés britanniques qui cumulent, des spécialistes du cumul, comme le maire de la Russie. Et donc, sur l'Europe, on s'est exprimé, elle ne fonctionne pas, il faut la remettre à sa juste place. On a fait 50 propositions, et on fait ça donc avec quelques valeurs
européen, républicain, humaniste. Toutes les propositions qu'on fait, on place l'être humain au cœur des propositions. On essaye de réconcilier solidarité et prospérité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on croit qu'il faut des politiques de solidarité ambitieuses, en particulier à destination des plus vulnérables, les gens qui dorment dans la rue, par exemple. 450 morts dans la rue l'année dernière en France, c'est un vrai sujet. Mais on ne croit pas à la pseudo-solidarité dont on nous parle aujourd'hui. La pseudo-solidarité, c'est quoi? C'est des gens qui partent à la retraite à 50 ans à peine révolus. C'est Anne Hidalgo, partie à la retraite à 51 ans. Il y en a pour les deux côtés. Hein. C'est pour Alain Juppé, parti à la retraite à 54 ans. Des gens qui souvent n'ont pas beaucoup travaillé, hein, en tout cas qui n'avaient pas un niveau de pénibilité qui justifiait de partir à la retraite aussitôt. Donc ça coûte extrêmement cher, ça coûte très cher aux finances publiques, ça c'est financé en grande partie par de la dette, et c'est financé en grande partie de fait par nos enfants. Donc ça sont des situations qui sont inacceptables, qui doivent cesser le plus rapidement possible pour avoir les vraies politiques de solidarité qui ciblent les plus vulnérables. Et pour pouvoir financer ces politiques, il faut un environnement prospère, il faut encourager toutes les formes d'initiatives entrepreneuriales, depuis l'artisan, le commerçant du quartier, jusqu'à l'entrepreneur qui part à la conquête du monde avec ses idées, avec ses technologies. Tout ça doit être encouragé et non pas stigmatisé, puni, sanctionné, vilipendé, comme c'est le cas aujourd'hui en France, avec des gens qui sont écrasés d'impôts et de réglementations et qui sont souvent pris pour cible par les dirigeants politiques, de gauche comme de droite. Si on continue comme ça, on va dans le mur, c'est une certitude. Donc il faut réconcilier solidarité et prospérité, c'est le programme de nous citoyens. Voilà ce qu'on cherche à faire et voilà pourquoi, si Didier Legrand est élu en 15 jours, eh bien il y aura un formidable coup de projecteur sur Valenciennes et les Valenciennois, parce que ce programme, il est extrêmement innovant, il a déjà séduit beaucoup de Français. Encore une fois, en 7-8 mois, on est devenu le 9e mouvement politique en partant de rien, donc je vous garantis de la visibilité ici à Valenciennes s'il est élu. Merci. La loi fait que pour être élu député, il faut évidemment être majoritaire, sauf en cas de triangulaire au deuxième tour. Il y a 85 000 électeurs. La participation aux européennes sur la 21e a été de mémoire de 36 000 électeurs. 36 000. Pour être au deuxième tour, il faut faire 12,5% des inscrits, pas des votants. Avec une participation faible, je crains malheureusement que la démocratie ne soit pas suffisamment en forme pour qu'il y ait une forte participation. Eh bien, il y aura vraisemblablement que 2 candidats qui pourront se retrouver au deuxième tour. La démocratie prévoit que, quoi qu'il arrive, les 2 premiers, au moins, sont au deuxième tour. Je pense que ce sera le cas. Je pense qu'il n'y aura que 2 candidats. Et que ceux qui essayent de vous faire peur en disant « Mon Dieu, Didier Legrand, il risque de faire gagner la gauche » sur le vidéo municipal. On a vu le résultat. Didier Legrand, il risque de faire gagner le Front National. J'y crois pas du tout. La réalité, c'est que si vous arrivez à persuader votre voisin, votre voisine, votre enfant, vos parents, vos amis, eh bien on arrivera à être dans les 2 premiers. Et si on arrive à être dans les 2 premiers, là, je vous promets une surprise de deuxième tour.